Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, Ghana, diaspora, et pour finir, intervention russe en Syrie par Stratpol. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire et le FPI. La Fédération du Haut-Sassandra, Assemblée Générale Ordinaire du FPI de Daloa, ce samedi 21 novembre 2015 de 10h50 à 14h30, en présence du National Kame Kame, membre de la direction du FPI chargé des fédérations du Haut-Sassandra. Les fédéraux FPI d'Issia, de Zoukougbe, de Vavoua, présents avec 3 membres de leurs différents bureaux, avec une forte mobilisation des secrétaires généraux de section et délégués de section de Daloa. À l'ordre du jour, le bilan du boycott des élections présidentielles du Haut-Sassandra, largement satisfaisant, et envisager aussi les perspectives dont l'opération Tourbillon, remerciements, informations et mobilisation dans toutes les sous-préfectures de la région a été lancée par le National Kame Kame dans les semaines à venir. Ghana. Ce 21 novembre, la fille de l'ancien président Jerry John Rawlings, Dr Zanetor Rawlings, vient de signer son entrée triomphale en politique au sein du parti au pouvoir, le NDC, parti fondé par son père. Elle vient de battre largement son adversaire lors des primaires internes du NDC, National Democratic Congress, dans la circonscription de Clorté. Elle avait bénéficié de la présence remarquable de son père, le charismatique J.J. Rawlings, à ses côtés lors de son dernier meeting de campagne. Elle sera donc la candidate officielle de son parti pour les postes de député dans cette localité aux prochaines élections nationales de 2016. Information Fier Ivoirien. Diaspora. Tout de suite, intervention de Willy Blas du CRI panafricain. Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, Africaines, depuis le vendredi 13 novembre 2015, nous vivons dans la psychose des attentats meurtriers qui ont endeuillé toute la nation française. Alors que nous sommes encore sous le choc de ce drame sans précédent sur le sol français, le Nigeria, hier, le Mali, aujourd'hui, sont frappés par cette barbarie de notre âge. Le CRI panafricain s'associe à la douleur des familles des victimes et présente ses plus attristées condoléances à l'État français. Le CRI panafricain partage la souffrance de ce grand pays qu'est le Nigeria et présente ses condoléances aux familles endeuillées, mais également à tout l'État fédéral du Nigeria. Le CRI panafricain ne peut rester insensible à la douleur de ce grand peuple malien et présente ses condoléances à l'État malien. Face aux difficultés de la vie, face à l'incertitude, à la peur que crée la barbarie, nous devons rester forts, nous devons rester unis et nous devons rester déterminés dans la conquête de nos libertés confisquées, dans la conquête de plus de démocratie, dans la conquête de la paix que nous pouvons qu'acquérir par cette obligation de solidarité. Dieu nous garde. Dieu nous garde. Je vous remercie. Et pour finir, intervention russe en Syrie par Stratpol. Avant tout, je pense que ce qu'il faut dire en préliminaire, c'est que pour tirer un bilan de l'efficacité des frappes russes en Syrie, de la coordination en fait avec l'armée arabe syrienne, il faudra attendre à mon avis le mois de janvier. Même si sur le terrain, on a vu ces derniers jours des progrès sensibles, notamment le désenclavement total d'Alep et une poussée à peu près générale sur l'ensemble du front, dès le début, l'état-major russe a dit qu'ils étaient en Syrie pour au moins 3 ou 4 mois. Donc je pense qu'il faut attendre le mois de janvier
pour faire un premier point réaliste sur les avancées et sur l'état en fait de l'armée islamiste, qu'elle soit composée par l'État islamiste ou alors Al-Qaïda par le Front al-Nosra. C'est la première chose, je pense, qu'il faut mettre en évidence. Il y a différentes remarques qu'on peut faire sur justement cette implication russe en Syrie. La première, c'est que la Russie l'a utilisé pour présenter ses nouveaux matériels, en fait, grandeur nature et dans des opérations réelles, notamment le bombardier Sukhoi 34, donc qui est un bombardier qui fait plus de 40 tonnes et qui peut rester 10 heures au-dessus du champ de bataille et transporter une charge de bombe de 8 tonnes. Donc, c'est un moyen pour les Russes justement d'utiliser ce bombardier dont ils se sont dotés l'année dernière, dont ils ont commencé à se doter l'année dernière. Ensuite, il y a également la fameuse utilisation des missiles de croisière calibre qui ont été tirés de la mer Caspienne et qui ont frappé l'État islamiste. Également, autre matériel qui a été utilisé récemment, ce sont les bombardiers à long rayon d'action Tu-160, qui ont été modernisés et que la Russie emploie également. Et en fait, on voit parfaitement que le champ de bataille syrien est l'occasion pour la Russie de faire une démonstration de sa force et notamment soit de ses nouveaux matériels, puisque le Sukhoi 34 est quelque chose de totalement nouveau, soit de ses matériels modernisés. Dans le cadre toujours donc de ces opérations aériennes, on peut souligner et se féliciter que renouant avec la tradition de Normandie-Niemen, désormais les aviateurs français vont se battre aux côtés des aviateurs russes contre l'ennemi commun qui est l'État islamiste. Et donc ce sera intéressant notamment de voir la manière dont finalement il n'est pas si difficile de se coordonner avec l'armée russe, puisque l'un des prétextes qui est donné pour ceux qui justifient le maintien de la France dans l'OTAN, c'est cette capacité d'interopérabilité et de coordination des opérations. Et finalement, on s'aperçoit que ceux qui vont vraiment interopérer dans le combat contre l'État islamiste avec la France, eh bien en fait c'est la Russie. Il y a également une remarque qui peut être faite sur un mythe qui est entretenu par les spécialistes français ou par les journalistes français, qui est de dire que de toute manière, Poutine se moque de maintenir Bachar el-Assad au pouvoir et qu'il ne va pas se battre pour qu'il y reste et que finalement, au dernier moment, il le sacrifiera. Donc ça, on est également dans du wishful thinking, puisque les spécialistes et les journalistes occidentaux aimeraient que cela se passe comme ça. Pourquoi? Parce que si Bachar el-Assad ne part pas, c'est une défaite totale pour l'Occident. En l'occurrence, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Et le problème, c'est que ce que refusent d'admettre les Occidentaux, c'est que le problème ne se pose pas en ces termes. Pour Vladimir Poutine et pour la Russie, c'est une question de principe. C'est le peuple syrien qui doit choisir son président. Et il est évident que si demain il y a des élections présidentielles libres en Syrie, le président qui sera choisi sera Bachar el-Assad à une immense majorité. Et ça, les Russes le savent, mais bien sûr, la France et les États-Unis, qui nous ont expliqué depuis 2011 que le peuple syrien détestait Bachar el-Assad et que c'était un grand criminel, etc., il est évident qu'il n'y a rien qu'ils redoutent plus que, en fait, une élection suffrage universel en Syrie qui amènerait automatiquement Bachar el-Assad, de la même manière qu'ils redoutaient une élection au suffrage universel en Ukraine en février 2015 qui aurait ramené automatiquement au pouvoir Viktor Yanukovych. Donc, on s'aperçoit une fois de plus cette opposition fondamentale entre la démocratie, entre système de choix par le vote de ses représentants légitimes, que ce soit les présidents ou les parlementaires, ou le vote des lois, et la démocratie sous forme de valeurs démocratiques qui, elles, sont définies par des élites non élues occidentales et qui décident si tel ou tel peut être président dans son propre pays. Donc c'est vraiment une question fondamentale, c'est pour ça que notamment Hélène Carrère d'Ancos se trompe complètement, une fois de plus, sur la réalité de la politique russe dans la région. Je suis effaré quand je vois Poutine s'occupe de Bachar el-Assad. Non, d'ailleurs il n'a jamais caché que Bachar el-Assad, on réglerait son sort après, mais il n'est pas... comme tous les hommes d'État, je veux dire que le sort d'un autre homme d'État n'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il considère, en regardant l'état du Moyen-Orient, qu'il n'y a plus d'État. L'Irak n'existe plus, le Liban peut être emporté avec la Syrie. Bon, la Syrie est peut-être le dernier pilier qui existe. Une autre critique également peut être faite sur là on peut dire un pseudo-spécialiste des affaires internationales et un pseudo-expert militaire qui est Pierre Servan,
On se souvient d'ailleurs qu'il avait raconté n'importe quoi au moment de la chute du MH17, puisque dans une interview dans le Figaro, il avait déclaré que l'Ukraine n'était pas en mesure de détruire un avion à 10 000 mètres. Donc cette méconnaissance qui caractérise donc non seulement des armements, mais des situations militaires qui caractérisent Pierre Servan, c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il est souvent invité dans les médias français. Il l'a répété lors d'une interview donnée sur BFM Business. L'intervention militaire de Vladimir Poutine rend plus complexe le dossier, notamment parce que depuis qu'il a lancé cette attaque sur fond de guerre sainte, vous savez que les Sukhoi, les avions de combat russes, sont bénis par les popes orthodoxes au départ. Le patriarche de Moscou a décrété la guerre sainte pour aller protéger les chrétiens d'Orient. Donc qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Ça donne que des groupes de combat qui étaient pas ralliés à Daesh, aujourd'hui sont ralliés à Daesh. Donc ça a renforcé Daesh sur le terrain. Donc ce que raconte Pierre Servan est une absurdité. Jamais les popes ont béni les avions pour qu'ils aillent partir en guerre sainte et sauver les chrétiens d'Orient. Au contraire, depuis le début, Vladimir Poutine a mis un point d'honneur à expliquer que ce n'était pas une guerre de religion, puisque l'armée russe collaborait avec les troupes syriennes qui sont majoritairement composées de musulmans. À cela, il faut ajouter qu'au moment où la Russie a commencé son offensive contre l'État islamiste, elle en a profité pour ouvrir la grande mosquée, donc qui avait été en fait reconstruite à Moscou sur l'emplacement de l'ancienne, et il avait invité d'ailleurs le président turc Erdogan et les différents représentants des musulmans de Russie qui avaient tous soutenu d'ailleurs la politique de Vladimir Poutine contre l'État islamiste. À cela, on peut ajouter que Ramzan Kadyrov, donc le président tchétchène, lui, n'a de cesse de réclamer auprès de Vladimir Poutine de l'autoriser à envoyer les 10 000 guerriers tchétchènes qui en fait servent sur les marges de l'Empire russe à protéger la Russie de l'islamisme. Donc il y a vraiment une volonté. Est-ce que c'est de l'incompétence de Pierre Servan? Sans doute, davantage que de la méchanceté. Mais il faut quand même noter qu'on voit toujours derrière cette volonté américaine et occidentale de tout faire passer pour un conflit de religion, un conflit de civilisation. Et donc de vouloir faire rentrer de force la Russie dans cette vision du monde qui n'est pas du tout la sienne. Enfin, pour finir cette partie sur la Syrie, on peut noter la différence d'approche que la Russie a eue dans son opération, notamment dans la région. C'est-à-dire que les Russes ont vu leur attaque contre l'islamisme de manière globale, non seulement sur la scène internationale, c'est-à-dire en Syrie, donc sur le terrain, mais également à l'intérieur. Et c'est une chose que la France n'a pas faite, et c'est sans doute ce qu'elle a payé au moment des attentats, c'est que au moment où les Russes ont commencé à bombarder l'IGIL, donc l'État islamiste, elle a commencé toute une série d'opérations de police intérieure, notamment au Daghestan, donc qui est aujourd'hui le vivier en fait de l'islamisme en Russie, mais pas seulement, également autour de Moscou. Donc visiblement les services secrets russes avaient bien travaillé pour identifier toutes les cibles possibles et porter un coup très fort à tous ces réseaux islamistes qui sont bien sûr présents en Russie, ce que n'a jamais nié d'ailleurs ni la direction du FSB ni Vladimir Poutine lui-même. Donc en fait c'est cette différence de conception de la guerre contre le terrorisme qui est responsable sans doute de l'échec en fait pour nos services secrets, de ce qui s'est passé des attentats à Paris, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attentats sur le sol russe comme il y en a eu à Paris. Mais en revanche, il est évident que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement français n'a jamais prévu une guerre globale contre le terrorisme qui ait lieu à la fois en Syrie ou en Irak, mais également sur son propre territoire. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.